Bonjour à tous. Alors, vous l'avez remarqué, hein, sur la slide, on passe au thème 3 Françaises et Français dans une république repensée. J'ai fait exprès en fait de décaler un petit peu ce chapitre-là pour respecter un petit peu mieux la chronologie, puisque le chapitre suivant du thème 2 c'était sur la décolonisation. Or, pour comprendre réellement la décolonisation, et notamment le cas qu'on verra, la décolonisation de l'Algérie, il faut avoir un petit peu compris ce qui se passe sous la quatrième République. Voilà. Alors, pour reprendre un petit peu là où on en était de la France. On a vu la France du Front populaire, hein, c'est pour ça que sur la slide à droite, vous avez comment s'appelle le gouvernement des trois partis de gauche en France en 1936, c'est le Front populaire. Le Front populaire, donc, qui met en place un certain nombre de réformes sociales, et on verra que c'est important de faire le lien parce que dans ce qu'on va voir, on y fera référence. Puis 1940, établissement de l'État de Vichy, du régime de Vichy, hein, qui durera jusqu'en 1944, voilà, dirigé donc par Philippe Pétain. Et l'Allemagne, elle, capitule le 8 mai 1945. Et on a quitté finalement la France après cette période-là, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui se passe ensuite, comment la France, qui n'était plus une république, qui n'était plus une démocratie, est redevenue une république. Voilà, et donc je vous ai remis trois petites photos des débarquements et de la France finalement juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors sur la diapositive que vous voyez là, vous avez donc le titre du chapitre, hein, chapitre 1, 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie, puisque c'est bien ce qui va nous occuper là pendant ce chapitre qui est pas très long, qui est pas très compliqué, c'est comment finalement le gouvernement provisoire de la République française, comment les instances de la résistance ont rétabli la République et la démocratie en France. Donc pour replanter le contexte, hein, juin 1944, 6 juin 1944, débarquement en Normandie, avec déjà une première libération du territoire entre juin et juillet, puisque le deuxième débarquement, lui, aura lieu le 15 août 1944 en Provence, hein, vous pouvez suivre d'ailleurs sur la carte, et ce qui nous amène en décembre 1944 à une libération totale du territoire français. Donc dès décembre 1944, la France est totalement libérée. Elle a été libérée par les forces de la résistance intérieure et par la résistance extérieure et aussi par les alliés. Donc résistance intérieure, hein, tout ce qui était les groupes de résistance présents sur le sol français, résistance extérieure, ce qu'on a appelé les forces françaises libres, hein, sous le commandement du général de Gaulle, et évidemment toutes les forces alliées, qu'elles soient anglo-américaines, canadiennes, etc. Voilà, donc on est vraiment sur cette logique-là. La France est à reconstruire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France est à reconstruire. Vous le voyez, hein, donc sur l'illustration en bas de l'image. Là, vous avez l'image du Havre à l'été 1944, hein, touché par plus de 100 bombardements au cours de la guerre, visant les navires du port évidemment, mais aussi les usines de cette ville. Le Havre détruit à 80%. On retrouve là ce qu'on avait vu avec le cas de Dresde, notamment en Allemagne. On va lire ensemble maintenant le texte 1, La France au lendemain de la libération. La marée, en se retirant, découvre soudain, d'un bout à l'autre, le corps bouleversé de la France. Les chemins de fer sont quasi bloqués. Quant aux routes, 3000 ponts ont sauté, 300 000 véhicules à peine sont en état de rouler sur 3 millions que nous avions eus. Enfin, le manque d'essence fait qu'un voyage en auto est une véritable aventure. Viennent de mourir du fait de l'ennemi 635 000 Français, dont 250 000 tués en combattant, 160 000 tués dans les bombardements ou massacrés par les occupants, 150 000 victimes des sévices de camps de déportation, 75 000 décédés comme prisonniers de guerre ou comme requis du travail. En outre, 585 000 hommes sont devenus des invalides. Ainsi qu'on pouvait le prévoir, la libération ne va tout d'abord apporter au pays, disloqué et vidé de tout, aucune aisance matérielle. C'est un texte donc, de Charles de Gaulle dans ses mémoires de guerre publié en 1954. Et ce texte, il est très important parce qu'il nous permet de comprendre que la France est détruite économiquement, structurellement par le manque de transport et par un désastre démographique très important. Dans ce chapitre, on va donc essayer de comprendre comment dans cette France détruite, vont quand même tenter de se reconstruire les idéaux de la République, comment on va essayer de refonder la République sur les idéaux de la résistance. Parce que pour les résistances, la France démocratique, la France républicaine, n'a jamais totalement disparu parce qu'ils ont continué à lutter durant toute la guerre pour ces idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité.
Voilà, donc je vous propose la problématique suivante, hein. Comment les idéaux de la résistance ont-ils triomphé lors de la refondation de la République? Je vous ai mis aussi une petite chronologie qu'il faudra évidemment apprendre, hein, de la totalité des dates, puisque on va les étudier tout au long de la période, mais au moins ces dates-là, au minimum, sont à maîtriser pour la fin du chapitre. Voilà. Rentrons dans le vif du sujet, dans le grand 1, la fin du régime de Vichy et le retour à la République. Grand 1, un retour difficile à la démocratie. Vous le savez, le régime de Vichy a nié tous les fondements de la démocratie, que ce soit dans la séparation des pouvoirs, puisque Pétain contrôlait tous les pouvoirs, que ce soit aussi dans la justice aux mains directes de Pétain, et avec une législation qui était inégalitaire, raciste et xénophobe. Tout de suite, à la fin de la libération du territoire, on va assister à des scènes très violentes encore, ce qu'on a appelé l'épuration. L'épuration correspond à un mouvement, un ensemble d'actions menées à partir de 1944, hein, contre les personnes accusées de collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette épuration, elle va connaître deux phases, ce qu'on appelle l'épuration spontanée ou extrajudiciaire, et dans une deuxième phase, épuration légale. Je vais m'intéresser d'abord à ce qu'on appelle l'épuration extrajudiciaire, c'est-à-dire en dehors de toute légalité. Elle constitue quelque part cette épuration extrajudiciaire l'aboutissement de la spirale de violence du temps de guerre et intervient de manière brutale. Elle est directement orchestrée par la population qui réagit euh, dans l'instant, dans l'immédiateté, dans la vengeance. Voilà, le terme est là, dans la vengeance. Cette épuration extrajudiciaire, elle vise surtout les miliciens, donc ceux qui collaboraient avec l'État de Vichy. Elle donne lieu à des lynchages, à des procès instruits par des cours martiales improvisées qui ne respectent aucunement le droit. Et une des formes que va prendre cette épuration, c'est évidemment donc des lynchages, des exécutions sommaires, donc autant dire des assassinats. Et là, je vous ai mis deux photos de ce qui s'est aussi beaucoup pratiqué. C'est la tombe des femmes à la Libération, hein, et on vous le dit sous le petit 2 qui est à droite. Entre 1944 et 1945, environ 20 000 femmes accusées d'avoir été trop proches de l'occupant allemand ont été tendues. Ici, on lit honte à ces femmes amoureuses du mark, c'est-à-dire la monnaie allemande. Bon, clairement, ce qu'on reproche à ces femmes, c'est d'avoir eu des relations amoureuses ou sexuelles, ou les deux évidemment, avec des Allemands. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certaines femmes étaient vraiment tombées amoureuses de soldats allemands qui n'avaient rien à voir avec le nazisme. D'autres ont effectivement collaboré avec les Allemands, avec les nazis, pour obtenir de la nourriture, pour obtenir des faveurs, et parce que cela les plaçait dans une position favorable. Ce qu'on a aussi connu dans cette épuration, c'est tous les gens qui se sont enrichis grâce à la guerre, notamment tous ceux qui faisaient du marché noir et donc qui revendaient des produits alimentaires à très fort prix aux populations françaises. Donc ça, c'est la première forme d'épuration, ce qu'on appelle l'épuration extrajudiciaire. Elle a causé quand même énormément de victimes, hein, vous le voyez sur le document. Exécution sommaire, environ 10 000 personnes environ. C'est évidemment extra. De Gaulle est contre cette épuration spontanée. Pour lui, si on veut avoir un retour à la démocratie, il faut à tout prix revenir dans une forme légale de justice, c'est-à-dire basée sur le droit français. Et donc très vite va se mettre en place des tribunaux avec des professionnels du droit qui vont condamner tous les membres de la collaboration. Vous avez quelques chiffres, hein, de l'épuration légale, donc peine de mort 7102, dont 767 appliquées, certaines ont été commuées ensuite en prison à vie, c'est-à-dire transformées en prison à vie. Peine de travaux forcés, 13 339, peine de prison 24 927, dégradation nationale, c'est-à-dire perte des droits civiques, 50 223. Évidemment, ces chiffres ne sont pas à prendre par cœur, mais il est important quand même de savoir que si on fait le total, c'est quasiment 100 000 personnes qui ont donc été accusées de manière légale de crimes de collaboration. Ici, ce sont bien donc toutes les formes de collaboration qui sont punies, que ce soit la collaboration économique, la collaboration pour la déportation et toute l'idéologie nazie. Un élément très important et l'exemple que vous devez retenir de cette épuration légale, c'est évidemment le procès de Philippe Pétain,
Voilà. Et vous avez ici donc l'histoire au jour le jour, hein, la Deuxième Guerre mondiale, récits et mémoires, donc publié dans Dossiers et documents du Monde en mars 1994, qui nous reprend le réquisitoire du procureur général Mornay au procès de Philippe Pétain le 11 août 1945. Vous voyez que très vite, en fait, Pétain est jugé. Le gouvernement de Pétain, né de la défaite et d'un abus de confiance, n'a pu se maintenir pendant 4 années qu'en acceptant l'aide, le soutien de la force allemande, en mettant sa politique au service de la politique allemande, en collaborant dans tous les domaines avec la politique d'Hitler. Cela, messieurs, c'est la trahison. On vous a dit que s'il n'avait pas été ainsi, la situation des Français eût été pire. Je ne le crois pas. En France, 150 000 otages fusillés, 750 000 ouvriers mobilisés pour aller travailler en Allemagne, notre flotte détruite. La déportation à l'ombre de la collaboration, 110 000 déportés politiques, 120 000 déportés raciaux, sur lesquels savez-vous combien il en est revenu à l'heure actuelle? 1500 sur 120 000. Je me demande en vérité comment la situation des Français eût été pire. À la fin de ce texte, on vous le dit, hein, le 15 août 1945, Pétain est condamné à la peine de mort. En raison de son grand âge, Charles de Gaulle décidera de commuer cette peine en prison à perpétuité. Il mourra en 1951 sur l'île Dieu. Ce qui est important avec ce texte, c'est de comprendre qu'un des fondements de la République et de la démocratie est remis en place avec cette épuration légale, c'est l'appui sur le droit. On n'est plus jugé sur une origine, sur une ethnie, sur une religion, on est jugé sur le droit qui respecte la liberté et l'égalité, et là notamment le fait que Pétain puisse se défendre devant un tribunal des actes qu'il a pu commettre. Voilà. Et on est bien sur cette idée-là. C'est pour ça que c'est intéressant et important de le noter. Donc clairement, ce qu'il faut retenir, c'est que la première mesure en faveur du retour à la démocratie se fait par le retour au respect au droit, par la mise en place de tribunaux pour juger les criminels. Parce que c'est déjà à ça qu'on reconnaît une démocratie, c'est à la non-pratique de l'arbitraire. Voilà. Et ça, c'est quand même très très important de le noter. Ensuite va venir une deuxième phase, évidemment, dans ce retour à la démocratie, c'est d'abord abroger tout ce qu'a pu faire l'État de Vichy. Et là, il va falloir qu'on revienne un tout petit peu sur ce qui a été les organes de gouvernement de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, De Gaulle, bien avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, commence à penser, avec les mouvements de résistance, hein, ce n'est pas lui tout seul, commence à penser aux institutions d'après-guerre. Donc déjà à Alger, le 3 juin 1943, est constitué le Comité français de libération nationale. Vous avez la définition juste en bas de l'image. Se comporte vraiment comme un véritable gouvernement. Il va commencer par essayer d'annuler les lois de Vichy, rétablir la législation républicaine sur le territoire de l'Algérie pour l'instant. Et ça va être un premier organe qui va tenter de mettre en place les futures institutions d'après-guerre pour l'ensemble de la France. Il sera d'ailleurs appuyé par l'Assemblée constituante provisoire, l'Assemblée consultative provisoire, Assemblée consultative provisoire, qui elle aussi est basée à Alger en 1943-1944, et qui représente les mouvements résistants et les partis politiques de la France libre. Donc on le voit, hein, deux organes exécutifs et quelque part législatifs qui commencent à penser à l'après-guerre. Et De Gaulle, dans un discours devant l'Assemblée consultative provisoire, nous dit le 18 mars 1944 « C'est la démocratie renouvelée dans ses organes et surtout dans sa pratique que notre peuple appelle de ses voeux. Pour y répondre, le régime nouveau devrait se comporter une représentation élue par tous les hommes et toutes les femmes de chez nous, s'astreignant à un fonctionnement politique et législatif très différent de celui qui finit par paralyser le Parlement de la Troisième République. » Dans ce texte, il y a plusieurs éléments intéressants. D'abord, le retour à la démocratie que le peuple appelle, premier point, et qui tranche avec ce qu'est encore le régime de Vichy. Deuxième élément, De Gaulle évoque déjà en 1944, en mars 1944, le fait que le suffrage universel sera réellement universel avec un vote homme et femme qui, je vous le rappelle, n'existait pas avant la guerre en France. Et il souhaite aussi une séparation stricte entre le législatif et l'exécutif, voilà, puisqu'il nous l'évoque à la fin du texte, et il évoque aussi son souhait de voir évoluer la Troisième République, donc il souhaite clairement une Quatrième République qui sera d'ailleurs créée un tout petit peu plus tard.
Voilà, ça c'est déjà un premier point très important. Issu donc de ces organes déjà de 1943-1944, hein, donc du Comité français de libération nationale et de l'Assemblée consultative provisoire, va naître le gouvernement provisoire de la République française, qui est formé le 2 juin 1944, toujours à Alger, et qui sera présidé jusqu'en janvier 1946 par Charles de Gaulle lui-même. Voilà. De Gaulle quittera, hein, le gouvernement provisoire de la République française en 1946, bien que le GPRF perdure jusqu'en janvier 1944, date à laquelle il laisse place à la 4ème République, mais ça j'y reviendrai un petit peu après. Pendant 28 mois donc, le gouvernement provisoire de la République française remplit le vide institutionnel créé par le régime de Vichy, et c'est grâce au GPRF, grâce au gouvernement provisoire de la République française, que va être réinstaurée la démocratie en France et énormément aussi de lois sociales. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Alors, l'action du GPRF, elle commence très tôt et on va lire le texte qui est sur la droite de l'écran, l'ordonnance du GPRF du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire occidental. On nous dit, article 1, la forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit, celle-ci n'a pas cessé d'exister. Article 2, sont en conséquence nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leurs exécutions postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du gouvernement provisoire de la République française. Ce texte pose déjà un postulat assez intéressant et assez important, c'est que pour le GPRF, l'État de Vichy n'a aucune existence légale. Autant dire, il n'a pas pu promulguer de loi, il n'a pas pu établir des règlements parce qu'il est illégal. Voilà en fait ce que nous dit l'article 1. La République, la Troisième République n'a pas cessé d'exister et c'est pour ça qu'ils prennent la date du 16 juin 1940, date à laquelle Philippe Pétain a été amené au pouvoir. Et finalement, tout ce qui est fait après, pour le gouvernement provisoire de la République française, n'existe pas. On retourne donc au statu quo antérieur et donc à, par exemple, la devise de la République française, hein, liberté, égalité, fraternité. On est vraiment dans cet esprit de se dire, on efface totalement, comme s'il y avait une gomme, tous les actes du régime de Vichy. C'est l'idée du gouvernement provisoire de la République française et c'est un des premiers actes qui fait le retour à la démocratie en France et ça c'est très important. Si on fait donc une petite synthèse, premier élément du retour à la démocratie en France, le retour au droit. Avec l'épuration légale, on remet en place un droit à la défense et à l'accusation de se confronter et d'établir les torts et les droits de chacun par le respect des lois françaises. Et deuxième point très important, retour à la démocratie parce que tous les actes pris par le gouvernement de Vichy sont annulés par le GPRF. Et donc on a déjà ce premier point. Maintenant il va falloir qu'on voit comment le GPRF a mis en place un certain nombre d'actions concrètes pour le retour à cette démocratie. Donc passons maintenant au grand B, hein, les actions du GPRF, inspiration du programme du Conseil national de la résistance. Donc je vous le rappelle, hein, le Conseil national de la résistance, il est créé dès 1943 par Jean Moulin, ça on l'avait vu dans les chapitres précédents. Il est la volonté de Gaulle directement et il représente l'unité des différents partis politiques, des différents mouvements de résistance, des différents syndicats jusqu'à la libération. D'ailleurs, vous le voyez hein, dans la photo que je vous ai mis, une réunion du Conseil national de la résistance le 27 mai 1945, représentant des mouvements de résistance, de partis politiques et de syndicats, sont réunis pour le 2e anniversaire de la fondation du CNR par Jean Moulin. Le CNR, il a déjà établi un programme précis pour la libération et il est démocratique dans le sens où toutes les instances politiques sont représentées, mais il est basé sur l'unanimité. Voilà. Il cherche à avoir un consensus sur un certain nombre de points pour déjà mettre en place la libération. Et le CNR va directement inspirer les actions du GPRF et je vais reprendre les propos de Baker, hein, Histoire politique de la France depuis 1945, pour illustrer mes propos. En 1945, deux forces détiennent l'autorité.
le général de Gaulle et le gouvernement provisoire de la République française. D'autre part, le Conseil national de la résistance et les mouvements de résistance intérieure. De retour, de Gaulle souhaite réaliser la synthèse entre les résistances intérieures et extérieures et associer les parlementaires de la Troisième République aux hommes nouveaux issus de la résistance. Donc vraiment, ce texte nous montre les acteurs fondamentaux qui agissent en 1944-1945. Donc d'un côté le CNR, de l'autre côté le GPRF, même si ces organes vont de plus en plus euh, se rejoindre. Et De Gaulle souhaite aussi associer les parlementaires de la Troisième République à cette élite nouvelle, à cette élite politique nouvelle qu'il a fait émerger pour un retour réel à la démocratie en France. Voilà. Ce retour à la démocratie, il est prévu par le Conseil national de la résistance pendant la libération. Et même quelque part, quelques temps avant, puisque le programme du CNR, il est publié le 15 mars 1944, donc les débarquements en France n'ont pas encore eu lieu. Et ce texte nous dit: les représentants groupés au sein du CNR expriment leur angoisse devant la destruction physique de la nation que l'oppresseur hitlérien poursuit avec l'aide des hommes de Vichy par le pillage, par la famine organisée, par la déportation d'ouvriers. Ils proclament qu'ils sont décidés à rester unis après la libération. Afin d'établir le gouvernement provisoire de la République formé par le général de Gaulle pour défendre l'indépendance politique et économique de la nation, rétablir la France dans sa puissance. Afin de veiller au châtiment des traîtres et à l'éviction dans le domaine de l'administration et de la vie professionnelle de tous ceux qui se seront associés activement à la politique des gouvernements de collaboration. Afin d'assurer l'établissement de la démocratie la plus large par le rétablissement du suffrage universel, la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'association, de réunion et de manifestation, le respect de la personne humaine, l'égalité absolue de tous devant la loi, afin de promouvoir les réformes indispensables, le retour à la nation des grands moyens de production, un plan complet de sécurité sociale. Voilà ce que nous propose comme programme le Conseil national de la résistance en mars 1944. Il y a plusieurs éléments à tirer de ce texte. D'abord, l'idée de rester unis après la libération. On le sait, à l'intérieur du CNR, il y a bon nombre de courants politiques différents, et pour autant, il précise qu'il faut rester unis après la libération. On verra que ça sera compliqué, mais en tout cas en mars 1944, ils ont encore cette idée-là. Que veulent-ils? D'abord, défendre l'indépendance politique et économique de la nation, c'est-à-dire redonner à la France sa pleine puissance économique, la reconstruire d'abord, puis la rendre plus dynamique. Voilà. Ils évoquent aussi rétablir la France dans sa puissance. Vous le savez, lors de la Deuxième Guerre mondiale, la France apparaît beaucoup moins puissante. Elle a perdu la guerre et elle ne fait plus partie des très grandes nations. C'est encore une grande nation, mais ce n'est plus une très grande nation. Voilà. D'autre part, l'article 2, ça on l'a déjà évoqué, hein, là ils évoquent l'épuration légale, c'est-à-dire l'éviction de tous les collaborateurs qui ont pu participer au gouvernement de Vichy, de près ou de loin. Pour eux, ça paraît impensable que des collaborateurs puissent diriger et avoir un rôle important dans le futur régime politique français. Ce qui m'intéresse plus, c'est le point numéro 4, qui rappelle les fondements même d'une démocratie. D'abord, l'établissement du suffrage universel, qui est important et qui ira même plus loin, on va y venir dans quelques temps, puisqu'il intégrera le suffrage universel aussi féminin. Pendant l'état de Vichy, les citoyens français n'avaient plus la liberté de pensée, de conscience et d'expression. Rappelez-vous un petit peu ce qu'on a vu sur la résistance et sur le fait de résister par la position de slogans favorables à la victoire des Alliés. Eh bien, le GPRF, le CNR, pardon, le CNR, on n'est pas encore au GPRF, le CNR a vraiment comme idée que le fondement même de la démocratie, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté d'expression. Je vous rappelle que ces principes ont été édictés dès le 26 août 1789 lors de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. De même, la liberté de la presse fait partie des valeurs intrinsèques de la démocratie. Rappelez-vous ce qu'on a vu en EMC sur la liberté de la presse en début d'année. Je passe sur la liberté d'association et de réunion et de manifestation, mais vous le comprenez, ça aussi, ça fait partie des grandes valeurs démocratiques. Les deux derniers points sont vraiment alliés ensemble, hein. Le respect de la personne humaine et l'égalité absolue de tous devant la loi, ce sont des principes qui ont été niés par l'État de Vichy.
Ce sont des principes sur lesquels devront reposer la future République d'après le CNR. Pour eux, c'est impensable qu'il y ait une inégalité en fonction de critères ethniques, religieux, sociaux, politiques ou je ne sais quoi. Pour eux, chacun doit être respecté dans ses pensées, dans ses croyances, dans sa religion évidemment. Et il est important de le mentionner. Voilà. Dernier point sur lequel je voudrais insister sur le programme du CNR, on en reparlera dans le grand 2, mais vous voyez qu'il est quand même très marqué avec des idéaux de gauche et de redistribution de la richesse. On parle en fin de texte de création de la sécurité sociale et d'idées aussi de meilleure répartition des richesses à l'intérieur du territoire et à l'intérieur de la population française. Voilà, mais ça on y reviendra dans le grand 2. Voilà, donc ce texte, il est fondamental de le maîtriser, de bien le comprendre, parce que le programme du CNR va servir vraiment d'inspiration à l'action politique qui va être menée en 1944, 1945, 1946 même. Quand on va remettre en place la démocratie en France. Donc c'est vraiment très très important de maîtriser ce texte, de savoir un petit peu ses grands principes, ses grands fondements. Voilà. Et, euh, et on y reviendra d'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, dans le grand 2. Autre point qu'il faut évoquer, mais on va être assez rapide là-dessus, et pourtant c'est très très important, mais il n'y a pas, il y a pas grand-chose à en dire, mais c'est très important quand même de le savoir, c'est évidemment le droit de vote accordé aux femmes. Voilà. Ce droit de vote, il est accordé en avril 1944. Les femmes voteront pour la première fois le 29 avril 1945 aux élections municipales et aux élections législatives du 21 octobre 1945. Elles voteront aussi. En réalité, hein, les élections vont avoir lieu à tous les niveaux en 1945, hein, que ça soit voilà, de l'échelle communale à l'échelle nationale. Et j'aimerais qu'on s'intéresse 2 secondes au petit document, donc les femmes et le droit de vote. Donc pour mémoire, avant de lire le texte, hein, les femmes, enfin la majorité, est à 21 ans à cette époque-là. Donc Denise Boucheron, dont on nous donne son témoignage, elle a 21 ans en 1946, donc c'est la première fois qu'elle peut voter. Voilà, c'est pas la première fois que les femmes peuvent voter, mais c'est la première fois qu'elle vote. Voilà. Et elle nous dit, quand j'ai glissé mon bulletin dans l'urne, j'étais toute contente. Le droit de vote, c'était le début de l'indépendance des femmes. Pendant la guerre, les femmes ont pris des responsabilités en remplaçant les hommes prisonniers au travail et aussi dans la résistance. Elles venaient de prouver qu'elles étaient aussi capables que les hommes. Dans certaines familles, les hommes disaient à leurs femmes pour qui elles devaient voter. Certaines refusaient, mais d'autres s'y pliaient. C'était une petite révolution. Les femmes pouvaient avoir des opinions différentes de celles de leurs maris et les exprimer dans l'isoloir. Le droit de vote, c'était une première étape. Témoignage cité dans Ouest France, un numéro spécial de 29 avril 2015. C'est important quand même ce texte, il est important parce qu'il nous montre que en 1945 et 1946, les femmes n'ont pas encore l'habitude d'avoir une opinion politique. Jusque-là, elles n'avaient pas le droit de voter, donc certaines ne s'intéressaient pas forcément à la politique. Et on constate encore que la société en 1945 est très machiste, il faut le dire. Elle est très patriarcale, donc dominée par le père, par le mari de la famille. Et il va falloir un petit peu de temps pour que les femmes s'en éloignent, s'en échappent et finalement puissent voter en leur âme et conscience pour le candidat, le programme politique euh, qui, leur, euh, qui leur plaît le plus. Voilà. Mais pour la première fois, en 1945, les femmes peuvent, en 1944, pour la première fois en 1944, les femmes peuvent voter et c'est un renforcement très important de la démocratie. C'est un acte fort qui est posé. Enfin, en France, les femmes ont le droit de vote et dans le retour à la démocratie, c'est une étape extrêmement importante. Pour le GPRF, il est important que la constitution de la nouvelle République soit écrite par des représentants élus et approuvée par le peuple et qu'il soit consulté par référendum. Pour eux, la souveraineté populaire fonde la démocratie. Il s'agit donc d'associer les Français au processus de refondation républicaine. C'est très important. Donc là, on a un petit peu le schéma de comment va être créée la 4ème République et on va voir que les débuts sont compliqués quand même. Premier élément important, consultation des Français par référendum le 21 octobre 1945 pour savoir si oui ou non ils souhaitent conserver la constitution de la 3ème République ou passer à une autre République qui serait donc la 4ème. Les Français répondent oui à 96% au changement de constitution.
Donc octobre 1945, 21 octobre pour être précis, une assemblée constituante est élue. Une assemblée constituante, c'est une assemblée élue par le peuple et chargée de rédiger une nouvelle constitution. Voilà. Donc pendant un temps, il rédige ce projet de constitution. Et donc on consulte les Français par référendum sur le projet le 5 mai 1946. Les Français disent non au texte à 53%, donc vous voyez, ça se joue à pas grand-chose. Donc on procède à une nouvelle élection d'une assemblée constituante le 2 juin 1946. Nouveau projet de loi qui lui est adopté par référendum le 13 octobre 1946 et il obtient un oui à 53%. Donc vous voyez, finalement, ça a assez peu différé. D'ailleurs, les deux textes sont assez proches et on va le voir dans le fonctionnement de la 4ème République. Ce qu'il faut savoir, c'est que De Gaulle, lui, est contre ce projet. Il trouve que finalement, cette 4ème République donne trop d'importance aux parlementaires, au pouvoir législatif, alors que lui, il aurait préféré un gouvernement qui laisse plus de place au pouvoir exécutif, mais il n'est pas entendu. Et donc en janvier 1946, il quittera le GPRF vraiment de manière définitive. Alors si on analyse le schéma des institutions, qu'est-ce qu'on en retire? D'abord, premier élément, on voit que la démocratie est en place, le suffrage universel est en place, Françaises et Français de plus de 21 ans peuvent voter. C'est déjà le premier point. Le pouvoir législatif, donc le pouvoir chargé de voter la loi, est détenu par le Parlement qui est formé de l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct, et du Conseil de la République, élu au suffrage universel indirect. Je vais m'attarder un petit peu plus sur l'Assemblée nationale, parce qu'elle a un très grand pouvoir. Non seulement elle élit avec le Conseil de la République le président de la République, vous voyez que c'est du suffrage universel indirect, le président de la République n'est pas élu au suffrage universel direct sous la 4ème République, mais elle a aussi le pouvoir de contrôler le gouvernement et elle peut le renverser. Et c'est un point fondamental parce que ça veut dire que le pouvoir exécutif est soumis quelque part au pouvoir législatif lui-même. Alors je vais m'arrêter un petit peu sur ce point parce qu'il est fondamental de bien le comprendre. L'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement. Vous allez me dire, s'il y a une majorité stable à l'Assemblée nationale et que cette majorité est la même que le gouvernement, aucun souci, il y a peu de risques que le gouvernement soit renversé. Mais ce qui va se passer sous la 4ème République, c'est que la majorité n'est que rarement stable. Voilà, on a une multitude de partis politiques qui s'allient un petit peu en fonction des projets de loi, et le gouvernement va être renversé très régulièrement. On y reviendra d'ailleurs quand on fera la guerre d'Algérie, la décolonisation et la guerre d'Algérie, parce que c'est aussi comme ça que va échouer la 4ème République, c'est que les partis politiques n'arrivant pas à trouver de consensus, le gouvernement change très régulièrement, et c'est ce que craignait d'ailleurs De Gaulle dans ce fonctionnement un petit peu particulier. Voilà. Donc ça, fondamental, l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement et ça peut créer du coup ce qu'on appelle une instabilité gouvernementale assez forte. Et c'est pour ça qu'on parle pour la 4ème République d'une république parlementaire. Voilà, excusez-moi, j'ai cherché mon mot pendant un temps. En revanche, si le pouvoir de l'Assemblée nationale est donc très fort, le pouvoir du président de la République, lui, est très faible. Et ça, c'est aussi important à noter, c'est ce qui précipite d'ailleurs le départ du général de Gaulle, comme je vous l'ai déjà dit. Et avec ça, là, vous avez vraiment les institutions de la 4ème République en octobre 1946. Donc là, clairement, la 4ème République est née. Et la République est réinstaurée en France, la démocratie est réinstaurée en France par les actions du GPRF sous l'impulsion des idées du Conseil national de la résistance. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est le préambule de la Constitution. La Constitution, je vous le rappelle, c'est le texte fondamental en France. C'est un texte à valeur de loi, la Constitution, qui fixe et organise les pouvoirs de la République. Et ce texte, il est intéressant qu'on le lise ensemble. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il proclame en outre comme particulièrement nécessaires à notre temps les principes suivants. La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Chacun a le devoir de travailler et d'obtenir un emploi.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui la réglementent, tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail, la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection à la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. C'est important de le savoir, hein, ce texte il est encore en vigueur aujourd'hui parce que on verra un peu plus tard, mais la Constitution de la Ve République reprend l'intégralité du préambule de la Constitution de 1946. Voilà. Ce texte, il reprend les grands principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça, c'est fondamental de le retenir. Les premières phrases, hein, montrent à quel point, après la période troublée du nazisme, du régime de Vichy, de la Seconde Guerre mondiale, du génocide des Juifs, des Tziganes, euh, la France s'attache à reconnaître la dignité de l'être humain, quelles que soient ses origines. Ça, c'est déjà très important parce que une démocratie ne peut se fonder que sur ces principes-là, de liberté et d'égalité. Voilà. Et là, on est presque d'ailleurs à l'égalité avant même la liberté, même si au fur et à mesure du texte, hein, on note que des libertés sont définies. Ce qui est très important aussi dans ce texte, c'est qu'il a une grande portée sociale. Ce qu'on veut, c'est le développement et le bien-être de la population française. Et c'est quand même important parce que c'est la première fois qu'un texte de loi va aussi loin dans la protection de la personne humaine. On évoque la liberté syndicale, on évoque la sécurité sociale, on évoque l'instruction. Et c'est important parce que ça va vraiment être le fil conducteur des actions de la quatrième République et avant ça du gouvernement provisoire de la République française. Donc après, finalement, dans cette première partie de cours, où on s'est intéressé à comment le- la France redevient une république, dans la deuxième partie de cours, donc qui viendra au cours prochain, on va essayer de s'intéresser à comment, dans les faits et dans tout un tas d'autres actions du gouvernement, on a tenté de remettre en place non seulement la liberté, non seulement l'égalité, mais aussi la fraternité entre les citoyens. Parce que le principe même de la sécurité sociale, il est là, hein, c'est évidemment un principe de fraternité entre les différents citoyens français. Voilà, donc on en a terminé pour cette première partie de cours. Je vous propose donc qu'on s'arrête là et au prochain cours, donc on ira un petit peu plus loin et on verra un petit peu les actions de la quatrième République dans le domaine social, économique et un petit peu moins politique là du coup. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.